Aujourd'hui, on se penche sur une arme qui fait couler beaucoup d'encre, le Khorramshahr 4. C'est le tout dernier missile balistique iranien, et son apparition a clairement secoué les experts militaires. Alors, qu'a-t-il de si particulier? Eh bien, quand on regarde sa fiche technique, on découvre des capacités qui semblent presque appartenir à un autre monde. Un cauchemar pour la défense aérienne. C'est une affirmation plutôt forte, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Pour le comprendre, on va plonger ensemble dans sa mécanique, pour voir ce qui, d'après les rapports, le rend si redoutable. Bon, allons droit au but. Pour vraiment saisir l'innovation ici, il faut d'abord comprendre le défi. Le vrai casse-tête pour n'importe quel missile moderne, c'est celui-ci. La question est cruciale. Comment est-ce qu'on perce les boucliers antimissiles les plus sophistiqués de la planète? Ces systèmes, ils sont conçus pour une seule chose, détecter et détruire une menace en approche. Alors comment faire pour déjouer une forteresse qui vous attend de pied ferme? La réponse apportée ici est, disons, radicale. Et voici la première partie de la réponse, la saturation. L'idée est simple sur le papier, mais terrifiante en pratique. Si on ne peut pas passer à travers le mur, eh bien on le noie sous le nombre. Et ce nombre, c'est 80. Il faut bien s'imaginer ça. L'ogive de ce missile, qui pèse quand même 1500 kg, ce n'est pas une seule grosse bombe. Pas du tout. C'est en fait un conteneur qui transporte 80 sous-munitions indépendantes. Chacune d'entre elles est une mini-bombe prête à se disperser. On parle littéralement d'une pluie de feu. C'est ça la logique de l'ogive à sous-munitions. L'objectif, ce n'est plus la frappe chirurgicale sur un point précis, mais bien de tapisser une zone entière, une cible très large. Forcément, face à ça, comment un système de défense est-il censé réagir? Le processus, lui, est d'une précision redoutable. C'est une séquence millimétrée. Le missile s'approche de sa cible, arrivé à la bonne altitude, calculée par l'ordinateur de bord, hop, l'enveloppe s'ouvre. Et là, pour le radar ennemi, c'est le début du cauchemar. Ce n'est plus un seul point à suivre sur l'écran, mais 80. Un véritable essaim. C'est cette submersion qui mettrait en échec les systèmes comme le Patriot ou le Dôme de fer. Alors, à quoi ça sert ce genre d'attaque? Eh bien, les cibles sont évidentes, toutes celles qui sont étendues. Prenez une base aérienne. Au lieu de viser un hangar en particulier, on peut potentiellement neutraliser les pistes, les avions au sol, les dépôts de munitions et même, ironiquement, les batteries antimissiles censées protéger la base. Une seule de ces sous-munitions qui touche un radar et c'est tout le bouclier qui s'effondre. Mais attention, la saturation n'est que la moitié de l'histoire. Car ce missile ne fait pas que noyer l'adversaire sous le nombre. Il joue aussi à cache-cache. Et il court très très vite. La vitesse, c'est vraiment le nerf de la guerre en matière de missiles. La logique est implacable. Si on arrive sur la cible avant que l'autre ait eu le temps de lever son bouclier, eh bien ce bouclier, aussi sophistiqué soit-il, ne sert plus à rien. Et sur ce point, les chiffres donnent le vertige. En dehors de l'atmosphère, dans le vide de l'espace, le Khorramshahr 4 file à Mach 16. Pour remettre les choses en perspective, c'est 16 fois la vitesse du son. C'est tout simplement colossal. Évidemment, en rentrant dans l'atmosphère, les frottements de l'air le ralentissent. Mais le mot « ralentir » est un peu faible. Il est encore à Mach 8. À une telle vitesse, le temps de réaction pour une défense au sol se compte en quelques secondes, à peine. La fenêtre pour tenter de l'intercepter est incroyablement courte. Mais la vitesse ne fait pas tout. Elle est couplée à toute une panoplie de technologies d'évasion. On parle de matériaux spéciaux qui boivent les ondes radar pour le rendre plus discret, d'un système de guidage qui, une fois dans l'espace, se repère avec les étoiles, ce qui le rend insensible au brouillage depuis le sol. Et pour couronner le tout, il aurait même une intelligence artificielle embarquée pour l'aider à esquiver activement les dernières tentatives d'interception. D'accord, mais comment arrive-t-on à de telles performances de vitesse et de manœuvrabilité? Tout ça, c'est grâce au moteur. C'est vraiment le cœur de la bête. Le secret, il tient en un mot un peu barbare, hypergolique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un carburant liquide composé de deux produits séparés, et la magie, c'est que dès qu'on les met en contact, eh bien ça s'enflamme instantanément. Pas besoin de système d'allumage, pas d'étincelle. Ça peut sembler être un détail technique, mais sur le plan stratégique, ça change absolument tout. Et voilà pourquoi. Avant, pour lancer un missile à carburant liquide, il fallait faire le plein juste avant le tir. C'était une opération longue de plusieurs heures et très dangereuse. Pendant tout ce temps, le missile était une cible parfaite. Avec ce carburant hypergolique, qui est stable, on peut le stocker des années, déjà rempli. Résultat, le temps de préparation avant un tir tombe à moins de 12 minutes. C'est la différence entre une attaque prévisible et une véritable attaque surprise. Cette rapidité est aussi permise par une autre innovation majeure, le moteur Arvand. Et là, l'idée est vraiment maligne. D'habitude, un missile a son réservoir et, en dessous, son moteur. Ici, les ingénieurs ont réussi à placer le moteur à l'intérieur même du réservoir. Ça permet d'économiser énormément de place. Le missile est donc beaucoup plus court, plus compact,
Et un missile plus petit, c'est plus facile à transporter sur un camion, plus facile à cacher, et donc bien plus difficile à détruire avant même son lancement. Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça donne sur le plan stratégique? Le résumé est assez saisissant. On tire un seul missile, mais à l'arrivée, c'est l'effet de 80 impacts différents. Le rapport coût-efficacité d'une telle approche est redoutable. Les implications sont donc énormes. D'abord la précision. On parle d'une marge d'erreur de moins de 30 mètres à une distance de 2000 km. C'est chirurgical. Ensuite, c'est l'arme asymétrique par excellence. Elle force l'adversaire à tirer des dizaines d'intercepteurs qui coûtent une fortune pour essayer de contrer un seul missile d'attaque. Et puis bien sûr, il y a la dissuasion. Avec une telle portée, beaucoup de cibles stratégiques dans la région se retrouvent à portée de tir. Enfin, cela démontre une maîtrise technologique de très haut niveau. Alors la question qui se pose pour conclure est inévitable. Quand on combine la force brute d'une attaque en essaim avec la vitesse et la furtivité d'un missile quasi hypersonique, est-ce que ça ne change pas la donne? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une redéfinition profonde des équilibres militaires? La réponse n'est pas simple, mais la question, elle, est désormais sur la table.